C'est quoi un livre? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Y a quoi à l'intérieur? Dedans, au chaud, près du cœur, et dessus là où ça brille. Ça contient quoi? Ça raconte quoi? Est-ce que ça parle un livre? Ça crie? Ça chante? Est-ce que ça peut mourir aussi? Disparaître? Est-ce que ça reste? Qu'est-ce qui reste? Et après, dans 100 ans, dans 1000 ans, il restera quoi? Est-ce que ça brûle un livre? Est-ce que ça brûle un oiseau? C'est quoi un phénix? Ça ressemble à quoi? À un volcan? À un oiseau? C'est quoi? C'est vrai que ça ne meurt jamais vraiment? Que ça persiste? Que ça perdure? Que c'est chaud et que ça brille? C'est vrai? Et dans 100 ans? Et dans 1000 ans? Ça existera encore, les oiseaux? C'est quoi un livre phénix? C'est quoi? Un phénix renaît de ses cendres. Même lorsqu'on le croit disparu, éteint, il revient à la vie, semblable à ce qu'il était ou sous une forme nouvelle. Il garde en lui les traces de ses multiples existences. Publié en 1870, l'édition originelle des poésies d'Isidore Ducasse a longtemps frôlé la disparition. Seul un exemplaire complet d'un tirage réputé de 500 a survécu, conservé à la Bibliothèque nationale de France et transmis pendant des décennies par des copies manuscrites et des diffusions hors les murs. Le livre ne renaît pas une, mais plusieurs fois. Il est recopié, réédité, réinterprété. Chaque résurgence transforme son statut. Il ne revient jamais identique à lui-même, car sa survie passe par la métamorphose. Le texte change de support, de format, de contexte de lecture. Il passe d'objets rares à textes partagés, de fragments oubliés à œuvres reconnues. Il traverse le temps en se recomposant, la transformation étant une condition de son existence même. Le livre Phénix n'est donc pas seulement celui qui réapparaît, c'est celui qui persiste en se transformant. Les poésies témoignent de ce cycle, une œuvre qui, née dans la rareté, ne cesse de renaître à travers les gestes de celles et ceux qui la recopient, la publient, la diffusent et la lisent. Des croquis de livres à l'intérieur d'un livre. Ça raconte quoi? Des bouts de papier sur lesquels sont tracées des vies hypothétiques. Griffonnées, raturées, déchirées, froissées. Des formes en attente, des idées suspendues, des tentatives laissées en marge. Mais chaque trace persiste. Chaque fragment trouve une seconde vie, une nouvelle forme. Coupé, assemblé, relié, façonné. Les croquis de contenants deviennent contenus. Les esquisses deviennent matière. La matière choisie par Audrey Potra pour construire un livre fait de tous les livres qui sont, qui ont été, qui seront, et de ceux qui, peut-être, n'auraient jamais existé. Si certains livres permettent au savoir de survivre, d'autres accueillent ce qui semblait trop fragile pour être transmis. Non plus des gestes ou des connaissances, mais des souvenirs, des fragments de vie. La mémoire ne se transmet pas comme en apprentissage, elle circule autrement, plus silencieusement. Elle apparaît sous forme de traces dispersées, d'images incertaines, de textes intimes qui persistent sans jamais se fixer. Alexandre de Sousa nous fait entrer dans une mémoire qui n'est pas la nôtre et qui pourtant nous est familière. Les pages accueillent des réminiscences, des instants revenus de loin. La photographie y agit comme une survivance, non pas comme une preuve, mais comme une présence fantomatique, hésitant entre apparition et disparition. Une manière d'habiter le manque plutôt que de le combler. Le livre ne cherche pas à fixer le souvenir, il accepte son instabilité, ses déformations et ses manques. Chaque page devient ainsi un espace où la mémoire peut apparaître sans se justifier, sans se stabiliser. Comme un refuge fragile, la mémoire devient boîte, memories in a box, où l'intime se dépose, non pour être exposé, mais pour être partagé. Elle s'y déplace, se transforme et se réactive à chaque lecture. Le livre Phénix ne renaît pas uniquement dans la transmission des connaissances, mais dans la persistance des traces. Dans ces fragments qui continuent de se diffuser de main en main, il fait exister ce qui semblait destiné à disparaître, non pas en les sauvant, mais en leur offrant une nouvelle forme de présence. Ces fragments d'existence peuvent se retrouver éparpillés çà et là. Il faut alors les collecter, les rassembler les cendres éparpillées durant toute une vie.
pouvoir faire renaître un récit. Pour ceux qui, comme Karim Boukercha, savent chercher ces cendres, les réunir, elles deviennent des indices, des traces flamboyantes d'une vie passée. Pour ceux qui les observent, elles peuvent montrer une voie à suivre. Réanimer une vie, réactiver une existence prend du temps. Il faut rassembler les cendres, récolter des témoignages, des images, des souvenirs distants. Alors, on regarde les carnets laissés derrière, les murs, voitures et wagons signés Sign qui filent au travers de la ville. Un nom graffé dans l'urgence, comme si sa vie en dépendait, comme si, dès lors que Sign ne signait plus, Gurvan venait à s'éteindre. Tous ces dessins, graphes, tags qui habitent les murs racontent une vie, un parcours. Qui était cette personne? Qui étaient ceux qui l'entouraient? À qui appartiennent ces signes qui courent sur les murs et les recouvrent de leurs couleurs? Tous sont différents. Ces signes, tous sont différents, tracés par des mains anonymes. Ensemble, ils crient leur nom, s'approprient la ville. My name is Sign, Paris is mine. On observe un instant ces cendres laissées sur les murs. On est témoin de renaissance, le temps d'un regard. Le phénix nous plonge dans les notions cycliques de l'existence. Tant qu'il reste des traces, il reste des reflets de ce prisme de vie. Alors quand est-ce que s'effacent les choses? Dans quel moule se façonnent les stries de nos oublis? Tentons de nous souvenir, de réinterpréter ce qui a pu se passer. Au creux de l'enfer, Charlie Boisson déjoue l'oubli, ravive de simples pâtisseries moyenâgeuses dont la procession met en tension le monde des morts et des vivants. Une hostie, une histoire, qui se raconte, qui se construit entre les plaques en fonte d'un savoir-faire complexe que les mains ont désappris et que les langues ont oublié. La mémoire des oublieurs ressurgit, leurs gestes se réincarnent, se réinterprètent et offrent une seconde chance à l'âme d'un savoir trépassé. Une histoire qui se raconte dans le sillon de deux plaques, deux mondes unis l'un à l'autre par la charnière métallique, comme un dos, la colonne vertébrale d'un art qui se construit dans la braise. L'objet grince, le métal est chaud, et sonne à nouveau par les flammes les mélodies ressuscitées qui entouraient ce plaisir sucré. Le four monte à 950 degrés en 10 à 12 heures, suivant la charge. Pour la première cuisson, les pièces sont empilées, mais pas sur toute la hauteur. Des étagères faites de plaques réfractaires supportent les pots entassés. Cette cuisson doit être lente, jusqu'à 600 degrés, pour que l'eau présente dans la terre puisse s'évaporer progressivement. Après refroidissement, les pièces sont émaillées par trempage ou à la louche, parfois engobées. La cuisson suivante s'effectue de 12 à 15 heures pour atteindre 1300 degrés. C'est à ce moment que l'émail se forme en une mince couche de verre. Comme l'argile tournée, façonnée puis transformée par la cuisson, le livre Phénix accueille les traces et les remet en mouvement. Il devient lui-même espace de transformation, remet en circulation les gestes répétés parfois pendant 70 ans. Il remet en circulation les déplacements, les ancrages successifs et les manières d'habiter le monde. Il fait apparaître des fragments comme des strates, porteuses de temps différents mais réunies dans le même contenant. Oubliés puis réunis par Leslie Auguste et Graciela Semercian, ces fragments de terre et d'engobe, de photographies, de lettres, de dessins et de poèmes redonnent corps à l'atelier de Jean Gosseran et Robert Auguste. Leur travail en commun entrelace leurs singularités. Les gestes se répondent. Le dessin sublime les formes là où les savoir-faire complètent la rigueur. Dans ce cycle, les saisons comptent. Elles traversent le travail autant que la vie, elles donnent le rythme, dans un rapport à la terre, au temps et au labeur. Les commandes aussi imposent leur cadence, les gestes se répètent, les motifs aussi. Mais à côté, des formes s'éloignent de leur seule fonction d'usage. Elles existent autrement, entre art et artisanat, sans se fixer. Parfois, on croit que le livre marque la fin. Les idées sont ancrées dans les lettres, ancrées sur le papier comme figées dans la pierre. Le livre est seulement la première pierre du cairn. Il marque. Marque le début, trace les idées dans le temps et le lieu. Loin d'une statique froideur, du livre poussiéreux laissé au grenier, le livre est livre dans le mouvement. Le livre est livre lorsqu'on tourne ses pages, lorsqu'on lit ses lignes et lorsqu'il se corne. Le livre est déjà phénix. Il ne cesse de s'endormir et d'être éveillé, d'être lu, puis d'être oublié, de disparaître et de revenir. Dans ce cycle, les résurrections viennent se frotter à l'épaisseur du papier. Le corps des lettres et des images ancrées,
comme une réactivation du corps physique. Écrire, mettre en page, éditer, imprimer et transformer l'existence au-delà de la mort. Prolonger l'œuvre ou la vie à travers son héritage. Héritage qui dépasse la dimension matérielle, mais dont la mémoire reprend corps. Elle déploie son dos, se pare d'une peau nouvelle, passe de main en main, s'oublie dans une bibliothèque, un grenier ou dans un atelier, s'égare, puis se redécouvre.